Je crois vraiment qu'il faut que les parents comprennent. Le carburant du harcèlement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. Et il me dit, en fait, Marius, moi, il est en permanence en train de m'exclure. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de jouer, en fait, avec les autres élèves de la classe, et notamment le groupe de garçons, qui est pour lui vraiment le groupe. Le Graal. Le Graal absolu. La première fois, il lui avait pris toutes ses billes. Là, il s'amuse avec un autre à le pousser. Les enfants harceleurs, au moment où ils harcèlent, l'émotion principale, c'est du plaisir. C'est un plaisir qui est un plaisir assez immoral, hein, qui n'a vraiment aucun intérêt voilà, de ce point de vue-là. C'est un plaisir lié en fait à l'emprise, à la sensation de toute puissance qu'ils ont lorsqu'ils mesurent au fond l'impact considérable qu'ils ont sur la vie d'un autre enfant. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de On va tout partager, qui est donc basée à partir des témoignages qu'on reçoit sur notre groupe Facebook, où il y a plus de 200 000 membres, des parents qui chaque jour racontent leur quotidien, les difficultés qu'ils rencontrent, et on a décidé de prendre ces témoignages à bras-le-corps. Donc aujourd'hui on va parler du harcèlement scolaire, aussi bien de l'enfant harcelé que de l'enfant harceleur. Donc aujourd'hui, nous recevons Emmanuelle Piquet, qui est donc maître de conférence à l'Université de Liège, thérapeute et fondatrice des centres Chagrin scolaire. Donc Emmanuelle, vous avez une approche qui est un petit peu inédite, aussi bien sur les enfants harcelés que sur les enfants harceleurs. Vous parlez de retrouver une position de force sans violence, mais également de changer la dynamique relationnelle avec les harcelés, dont on a tendance à croire que eux-mêmes sont en position de souffrance, et en fait, c'est pas toujours le cas, c'est ça ? Alors, ils sont clairement en position de souffrance, en effet, les enfants harcelés, mais on considère souvent, en effet, nous, adultes, qui sont très impuissants, en fait, qui sont incapables, au fond, de faire quoi que ce soit dans cette situation. Et ça, je pense qu'en effet, c'est faux. C'est-à-dire que si, en effet, ils sont étayés, soutenus, outillés par des adultes pour, d'une certaine manière, faire changer l'inconfort de côté, c'est-à-dire que l'inconfort soit plus chez eux, mais chez celui qui harcèle au moment où il harcèle, alors on peut vraiment obtenir des résultats tout à fait intéressants et assez rapidement. En tant que parent, on redoute énormément que notre enfant soit harcelé à l'école. À juste titre, c'est de plus en plus médiatisé quand c'est le cas, parce que ça arrive parfois à des situations irréversibles et assez graves. On n'imagine pas du tout être le parent d'un enfant harceleur. C'est vrai qu'on a peur d'être le parent d'un enfant harcelé, mais on a du mal à se dire que notre enfant peut être harceleur et du coup se retrouver dans une position complètement démunie. Donc je vais vous lire des témoignages qui sont des parents dans ce cas-là et qui s'imaginaient jamais être concernés par ça. Alors je vous lis un premier témoignage. Bonjour, mon fils a 8 ans et demi et est en CE2. Jeudi, journée de lutte contre le harcèlement, bien sûr. Il embête un plus petit que lui, 6 ans, alors qu'ils sont super copains depuis la rentrée. C'est déjà la deuxième fois qu'il se passe quelque chose avec cet enfant. La première fois, il lui avait pris toutes ses billes. Là, il s'amuse avec un autre à le pousser. Bref, appel de la maman jeudi soir. Le petit est limite traumatisé. On en a beaucoup parlé avec lui le soir même. On l'a puni, pas d'écran, faire une lettre d'excuse, on a pris son argent de poche, mais rien de tout ça ne le touche. Il s'en fiche totalement car le lendemain, il a recommencé avec le même enfant, plus une autre petite fille. On lui a déjà parlé de suicide, de renfermement, de harcèlement, mais rien n'a changé. Le contexte familial, c'est la 3e école depuis la petite section, car séparation et déménagement. Géniteur absent depuis toujours, il le voit une fois par an et encore. Il travaille bien à l'école, mais a beaucoup de mal à se concentrer à la maison. Il a déjà vu des psychologues plusieurs fois. C'est un enfant qui a du mal à exprimer ses émotions. Il garde tout pour lui. Il réclame par période son papa. Je suis totalement impuissante là-dessus. En septembre, il s'est fait lui-même racketter. Il m'en a parlé, et là, c'est lui qui embête les autres. Je ne veux pas que ça empire, mais on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est très intéressant ce témoignage parce que on voit bien au fond que la sanction a très peu d'effet en fait sur les situations de harcèlement, voire aucune. Et ce témoignage, il rappelle des études qui ont été menées sur le sujet et qui prouvent ça en fait, hein, que à l'échelle collective, en effet, les sanctions, les moralisations fonctionnent très peu.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, parce que c'est quelque chose d'assez impensé de mon point de vue, c'est que les enfants harceleurs, au moment où ils harcèlent, l'émotion principale, c'est du plaisir. Alors, c'est un plaisir qui est un plaisir assez, assez immoral, hein, qui n'a vraiment aucun intérêt, voilà, de ce point de vue-là. C'est un plaisir lié en fait à l'emprise, à la sensation de toute puissance qu'ils ont lorsque ils mesurent au fond l'impact considérable qu'ils ont sur la vie d'un autre enfant. Également, parfois, ce qui n'est pas le cas là ici visiblement, mais sur une meute ricanante qui trouve ça quand même Oui, tout à fait l'effet cool. de groupe. Absolument. Et donc, ils sont dans un plaisir assez fort. Et avant qu'une punition ait la même intensité ou une intensité supérieure à celle du plaisir qu'ils éprouvent à ce moment-là, j'ajoute que ce plaisir est décuplé au moment de l'adolescence, puisque il y a vraiment dans le cerveau adolescent quelque chose de très spécifique qui est en effet vraiment la volonté d'avoir des plaisirs immédiats et notamment sociaux, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'au au collège aussi, les faits de harcèlement sont encore plus fréquents. Et il y en a plus au intenses. collège? Il y en a clairement plus au collège, mais c'est très difficile à chiffrer parce que les collégiens sont saisis par le biais de désirabilité sociale qui fait qu'ils ne disent pas qu'ils sont harcelés dans les enquêtes qui sont menées. Ils ne le disent pas, alors pour cette raison-là, la désirabilité. Et puis aussi, ils ne le disent pas parce qu'ils ont très peur de ce que les parents vont faire. Je parle des enfants harcelés ici. Hein. De dénoncer potentiellement et que ce soit encore pire. Absolument. Donc, ils ont très, très peur parce qu'ils savent que c'est une génération de parents pour laquelle j'ai la plus grande désaffection, mais qui est particulièrement anxieuse, comme vous le disiez, sur ce sujet-là, entre autres. Mais sur ce sujet-là, plus spécifiquement que les générations antérieures. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, cette inquiétude-là. Donc, ils savent que ça va les saisir, leurs parents, de façon très intense sur un plan émotionnel. Et donc, ils ont très peur de ce que les parents vont faire de ça. Et puis... Et en effet, vous avez raison, ils ont peur du coup des conséquences que vont avoir les éventuelles interventions des adultes. J'ajoute qu'une des raisons pour lesquelles ils ne le disent pas aux parents, et ça c'est important sans doute que les parents l'entendent, c'est que ils n'ont pas envie de leur faire de la peine. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que comme c'est une population de parents très saisie par ça, ils sentent, ils savent, ils ont bien compris que ça fera beaucoup de mal à leurs parents. Donc, ces deux raisons font qu'ils en parlent assez peu. Hein. Ils sont, au moment des faits, 60% à ne pas en parler, pardon. Ce qui est à relier à un autre chiffre intéressant, qui est que 64% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les problématiques de harcèlement. Donc, c'est rude. C'est très rude. C'est très rude et ça ne s'améliore pas en plus. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors qu'on est beaucoup plus informés. Oui, précisément pour ça, je pense. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on a libéré la parole, c'est vrai, c'est juste, depuis une petite quinzaine d'années. Mais je pense qu'on l'a libérée surtout du côté des adultes. En fait, c'est plutôt l'omerta au niveau des enfants et des adolescents. Donc voilà. Mais pour revenir au témoignage, puisque c'était ça quand même la question. Donc ça montre qu'en effet la sanction, la moralisation sont assez inefficaces en matière de harcèlement vis-à-vis du harceleur. Et donc, ce qui est intéressant, donc nous, ça fait 20 ans qu'on travaille sur cette thématique. Hein, nous sommes une équipe de 40 thérapeutes à peu près, dans les centres à 180 degrés, chacun scolaire. Et on reçoit à 98% des parents d'enfants harcelés. Oui. Et à 2% à peu près des parents d'enfants harceleurs. Et c'est très récent. C'est-à-dire que vraiment, il y a deux ans à peu près qu'on commence à avoir en effet des parents d'enfants harceleurs qui viennent. Parce qu'il y a quand même, et ça moi je le dis avec toute l'affection du monde, mais il y a quand même des parents, puisque comme vous le disiez très bien, on est tétanisé à l'idée que son enfant se fasse harceler, qui se disent, le mien... au moins, ça lui arrivera pas parce qu'en fait, c'est pas lui qui se fait marcher sur les pieds. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de un peu la sécurisation en fait par rapport à ça. Ouais. Ceci étant dit, nous avons des parents qui viennent et qui sont dans la situation qui est ramenée ici. En fait, on se rend compte que s'il n'y a pas une souffrance chez l'enfant harceleur, une souffrance liée au fait que il sent à quel point il est dans un conflit de valeurs très fort et que ça frotte très fort à l'intérieur de lui avec ses parents.
pour cela, il faut qu'il ait une bonne relation avec eux, évidemment, hein, mais bon, c'est quand même souvent le cas. S'il n'y a pas ce frottement-là, c'est-à-dire cette peine infinie qu'il ressent chez sa maman ou chez son papa, en l'occurrence chez sa maman, puisque voilà, la situation est comme telle. S'il n'y a pas ça, alors franchement, on peut pas se mesurer à ce plaisir dont on parlait juste avant. Et on peut pas non plus combattre avec une autre chose qui est que lorsqu'un enfant harceleur harcèle, il se sécurise. C'est-à-dire que ils ont tous une peur panique à l'idée de se faire harceler ou de se faire isoler. C'est très moderne, hein. Moi, tous les enseignants que j'ai la chance de former et de superviser en CM1, CM2 me disent que vraiment la grosse angoisse des enfants, et ça a 5 ans à peu près, c'est vraiment le harcèlement au collège. Ils ont très peur du Ouais. collège pour ça. Ils n'ont pas tort, hein, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et au fond, on peut dire de façon très pragmatique et cynique que pour ne pas se faire harceler, c'est une bonne méthode d'une certaine manière. Et comme ils sont un peu tous prêts à tout pour ne pas se faire harceler, il y a ce double levier de sécurisation et de plaisir qui font que l'enfant harceleur a pas beaucoup de raisons d'arrêter. C'est la raison pour laquelle nous, on pense que c'est vraiment ultra important que dans cette interaction qui, du point de vue du harceleur, même si c'est pas du tout conscientisé, est une forme de cercle vertueux. C'est-à-dire que ils peuvent harceler parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils ont une bonne réputation du point de vue des élèves, hein, pas du point de vue des adultes. C'est pour ça qu'ils peuvent harceler. Ils s'appuient d'une certaine manière, sur ces bases-là. Mais en harcelant, ils gagnent en réputation. Ils gagnent en popularité, en fait. Donc, d'une certaine façon, c'est Oui, il y a très une difficile. récompense presque à ça, en fait. Absolument, une récompense sociale, absolument. Et donc, ça veut dire que cette récompense sociale, il faut que d'une certaine manière, elle n'ait plus lieu. Et pour ça, il faut qu'on modifie, en effet, comme vous le disiez en introduction, l'interaction qu'il y a entre ces deux élèves. Au fond, si on le regarde d'un point de vue systémique, hein, puisque moi, mon approche est celle de la systémie, c'est comme si on pouvait qualifier le harcèlement en milieu scolaire, comme ailleurs d'ailleurs, d'une escalade complémentaire. Entre, d'un côté, un enfant, un adolescent qui a une position de plus en plus forte, de plus en plus puissante, de plus en plus en plaisir d'emprise, et de l'autre côté, un enfant qui, lui, est de plus en plus en position basse, sous emprise, en souffrance. Au fond, nous, ce qu'on va proposer, c'est plutôt d'aller parler à cet enfant-là pour qu'il rééquilibre la relation en mettant en place des choses qui font que le harceleur va tout à coup se dire « si je continue de harceler cet enfant-là, ça va pas être très bon pour ma réputation ». Finalement, on a tendance, en tant que parent, effectivement, à être assez démunis parce qu'on se dit: «Bah, sanction». Tout de suite, c'est le premier truc auquel on pense. Et parfois, on a du mal à faire ce pas en tant que parent harceleur, d'aller chez le psychologue parce qu'on se dit: «Bah, on a honte, en fait». Il y a une honte qui s'installe alors que finalement, ces enfants-là aussi doivent être accompagnés et transformer ce plaisir. Oui, en même temps, quand on est dans le plaisir, on va pas chez le psychologue. Oui. Donc, en fait, c'est un peu vain, en fait. Malheureusement, alors, en dehors des cas exceptionnels dont je vous ai parlé, où vraiment, Oui. il y a quelque chose dans l'entité familiale qui est vraiment, qui crée vraiment une souffrance chez l'enfant et qui se dit mais je peux pas faire ça à mes parents. Et on a eu quelques élèves comme ça. Mais je suis navrée, c'est plutôt l'exception. Donc je suis très embêtée parce que du coup, je sais parfaitement qu'il y a des parents qui, comme dans ces témoignages, disent mais moi je veux qu'il arrête. Mais je pense que tant qu'il ne tombe pas sur un os de la part en fait de la population qui les intéresse, c'est-à-dire celle des élèves, il se passe pas grand-chose en fait d'une certaine manière. Maintenant. Parce que je veux répondre à cette maman qui me semble tout à fait démunie et je le comprends et très triste. Je pense qu'elle peut avoir un discours avec lui qui consiste à lui dire en fait, voilà, il y a deux façons d'une certaine manière d'être entre guillemets populaire dans une cour d'école élémentaire. La première façon, c'est d'être quelqu'un d'assez généreux, d'assez drôle, d'altruiste, de sympa, avec qui on a envie de jouer, à qui on a envie de se confier, etc. Ça demande beaucoup de qualité, voilà, et c'est un chemin pas facile. Et puis, il y a une autre façon de faire qui est plus facile, qui consiste en fait à être agressif, à faire peur, à terroriser en fait d'une certaine manière, à mettre les autres dans la souffrance. Et donc, comme ils sont dans la souffrance, ils ont peur et tout le monde a un peu peur. C'est un chemin plus facile, ça ne demande pas beaucoup de qualité. C'est dangereux, hein, parce qu'à tout moment, un autre peut venir prendre cette place-là vis-à-vis de nous. Et moi, ta maman,
je sais que tu as toutes les qualités pour prendre la première voie et pas la deuxième. Et je serais vraiment hyper peinée que tu prennes la deuxième par facilité parce que je pense que tu mérites mieux que ça. Mais je peux pas du tout garantir à cette maman que ça aura un impact assez fort par rapport, enfin suffisamment intense, eu égard, je le redis, au plaisir et à la sécurisation qui est éprouvée à l'instant où il harcèle. J'avais justement, une deuxième maman qui disait, «Je n'aurais jamais pensé poster ça un jour. J'ai toujours été attentive au harcèlement scolaire, de peur que mes enfants en soient victimes. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qu'il se passe. Un de mes enfants a harcelé un de ses petits copains de classe. Je suis désemparée face à la situation. Je lui ai fait écrire une lettre d'excuse à l'enfant concerné, mais j'aimerais vraiment qu'il se rende compte de la gravité de ses actes». Donc vous l'expliquiez, en fait, finalement, le plaisir, enfin, il va être supérieur en fait à cette lettre d'excuse. Donc, est-ce que les outils se trouvent chez le harcelé? Est-ce que c'est le harcelé qui peut renverser la tendance? Voilà, moi, c'est vraiment, en tout cas, notre proposition à nous, c'est de se dire, comme on vient de le dire, dans cette interaction asymétrique, celui qui a le plus intérêt à ce que ça s'arrête, c'est l'enfant harcelé. C'est assez logique, en fait, hein, d'une certaine manière, et ses parents aussi. Et donc, nous, on va vraiment plutôt travailler en se mettant à côté, en effet, de l'enfant harcelé, vraiment accroupi à côté de lui. C'est vraiment notre posture d'adulte pour l'aider à trouver une posture à la fois explicite et implicite qui va, je le redis, créer de l'inconfort chez l'enfant au moment où il harcèle, hein, pas de l'inconfort Oui. global, hein, on est bien d'accord. Au moment où il harcèle, pour que cette interaction-là ne lui apporte plus ce qu'il lui apportait jusqu'à présent. J'ajoute un point très important en ce qui concerne ces deux mamans. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'elles ne remettent pas en cause la parole de l'enfant harcelé et de ses Oui, parents. C'est assez complètement, rare. il faut le noter. Oui, donc c'est assez rare et je pense que c'est vraiment important pour les parents voilà, à qui ça arrive d'être bien conscient que c'est ultra important d'accueillir en effet de la part du parent de l'enfant harceleur qui est dans une souffrance abyssale. Hein. Quand son enfant est harcelé, c'est une souffrance animale qui vient nous saisir vraiment de façon tout à fait submergente. Et donc, c'est déjà hyper important d'avoir en face un parent qui dit « je suis absolument désolé ». S'il le dit, c'est qu'il est en souffrance et c'est à cause de l'interaction en tout cas qu'il a avec mon enfant. Donc, merci de me le ramener pour que je puisse en parler avec lui. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà, je pense qu'on est un peu démunis par rapport à ça parce que, on le voit bien, enfin, je veux dire, elle le raconte très bien. En revanche, quand on outille un enfant harcelé et qu'on lui donne des choses à faire très pratiques, très concrètes au moment où les attaques arrivent, ça peut être vraiment extrêmement, extrêmement efficace. J'ai par exemple l'histoire d'un petit garçon, Marius, qui est dans CM1, donc c'est à peu près les mêmes âges. Hein, il est en CM1. Et en fait, quand il vient me voir, il me dit que il y a un garçon dans sa classe qui s'appelle César, qui est un peu le chef de la bande et qui décide en fait de qui joue pas, etc. Et il me dit, en fait, Marius, moi, il est en permanence en train de m'exclure. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de jouer, en fait, avec les autres élèves de la classe, et notamment le groupe de garçons, qui est pour lui vraiment le groupe... Le Graal. Le Graal absolu. Et donc je lui comme je vous le disais, accroupi à côté de lui, je lui dis raconte-moi exactement comment il s'y prend, parce que je crois aussi, et ça c'est important, qu'il ne faut pas regarder cette problématique avec notre regard d'adulte, parce qu'on a des codes, on est assez myope en fait. Hein, on ne peut pas être un drone comme ça qui regarde la forêt parce que tout est caché. Donc c'est vraiment ce que je dis à mes étudiants, moi chaque fois que je les forme à ça, c'est que je leur dis vous devez aller en plongée sous-marine avec l'enfant, comprendre, vous mettre dans ses chaussons, comprendre exactement ce qui se passe. Et donc il me dit à chaque récré en fait, je vais, parce que c'est ce que sa maman lui a proposé, je vais voir César, puisque c'est lui le chef, et je lui dis César, est-ce que je peux jouer? Et là, César dit non. 9 fois sur 10. Et puis une fois sur 10, il dit oui. Et puis là, je joue. Et puis au bout de 3 minutes, il dit à tous les autres garçons venez, on s'en va, on laisse Marius tout seul. Donc, je lui dis mais enfin, c'est quand même invraisemblable qu'il se passe ça dans une cour d'école élémentaire. Et je lui dis mais tu fais quoi toi à ce moment-là? Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que fait l'enfant harcelé. Et il me dit du coup, je m'en vais, puis j'attends que la récré se passe.
Je lui dis: «Mais enfin, ça va pas du tout, en fait. Je veux dire, je te rappelle quand même, mon chat, que l'école, et la cour notamment, c'est une démocratie, c'est pas du tout une tyrannie et vraiment, dans une démocratie, on n'a pas du tout d'autorisation à demander à qui que ce soit de son âge, en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc il va falloir qu'on change ça parce que, visiblement, là, César croit vraiment qu'il est, au-dessus de tout le monde». Donc je lui dis: «Est-ce que tu as fait d'autres choses?» Et il me dit: «Bah oui, j'en ai parlé à la maîtresse, parce que j'adore ma maîtresse, et qu'elle est super sympa, et la maîtresse m'a dit: "Bah, ça tombe bien parce que, en fait, il y a un nouveau dispositif qui va venir dans l'école. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir, faire quelque chose pour toi, hein, chérie, bien sûr. C'est un dispositif tout à fait intéressant, qui a le mérite d'être peu cher", ça c'est moi qui rajoute, puisque c'est un banc, en fait, un Le banc banc de en bois, l'amitié? voilà, le banc de l'amitié. Donc il est colorié par des CM2 souvent, donc ils mettent des fleurs, des pâquerettes et des voilà. Et donc il y a un monsieur très important qui vient de l'Éducation nationale dans l'école de Marius, et qui dit: «Voilà, donc on va mettre en place ce banc, et donc tous les enfants ici présents, si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas d'amis, si personne ne veut jouer avec vous, alors installez-vous sur ce banc, et ainsi tout le monde saura que vous n'avez pas d'amis, et donc ça va régler votre problème». C'est en effet quelque chose qui existe dans les cours d'école européennes, hein, voilà. Ma question, c'est dans quel cerveau cette idée est née, parce qu'en réalité, on voit bien à quel point c'est catastrophique de mettre sous projecteur un enfant qui est déjà en difficulté sociale, en disant: «Regardez le pauvre, il va falloir jouer avec lui parce qu'il est trop triste», parce que en fait, ça ne fonctionne absolument pas. Et donc c'est ce que m'explique Marius très clairement. Il me dit: «Bon, bah moi, donc je fais confiance à la maîtresse, donc moi je suis allée sur mon banc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis ils sont jamais venus, en fait, Oh, c'est rude. jamais». Et donc il a cette phrase sublime, il me dit: «En vrai, je pense que c'est pas trop le banc de l'amitié, en fait, c'est plutôt le banc de Marius, je pense». Je lui dis: «Oui, mon amour, donc on va sortir de là très, très vite», très clairement. Et donc je lui dis: «Voilà, je pense que ce qui ne va pas, c'est que tu demandes l'autorisation, hein, comme je le disais juste avant. Oui. Donc je pense qu'il va falloir que tu t'incrustes dans le jeu, en fait, vraiment sans demander aucune autorisation, donc tu vas jouer. Prendre sa place. Tu prends ta place». Et là, évidemment, César va dire: «Mais t'as cru quoi, Marius? À quel moment t'as cru que tu pouvais jouer?» Et là, alors, ce qu'il faudra, c'est qu'en le regardant droit dans les yeux, et très fort pour que tout le monde entende, hein, ça c'est vraiment très important, pour renverser en fait cette fameuse popularité, cette fameuse réputation de leader là, que tu lui dises, que tu lui poses la question suivante: «C'est parce que tu t'appelles César que tu t'es pris pour un empereur? Elle est Joli. bien, elle est jolie, mais elle marche que si l'enfant s'appelle César, c'est ça qui est moche». Alors ça marche avec Vladimir aussi et avec Donald, mais enfin c'est quand même limité. Alors donc, il est vraiment très content, en fait. Il est très satisfait quand il sort de mon cabinet. Il saute à côté de sa mère en disant: «C'est trop bien» et tout ça. Et donc je demande aux parents, moi, d'entraîner leurs enfants pour que la répartie, la stratégie fuse d'une façon, la façon la plus naturelle possible, pardon. Et donc je le reçois 15 jours plus tard. Et en fait, vous savez, nous, quand on ouvre notre porte de salle d'attente après ce genre de première séance, on a assez vite une vision de si ça a changé ou pas, parce que la posture de l'enfant littéralement change. C'est-à-dire D'accord. que vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du corporel qui s'ouvre à partir du moment où ils ont mis fin à cette espèce d'escalade complémentaire. Et là, je suis un peu dubitative en regardant la tête de Marius. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Si ça a fonctionné ou pas. Exactement. Parce qu'il est pas mal, et en même temps, il fait un peu la tête, quoi. Donc je lui dis: «Qu'est-ce qui se passe, Marius?» Une fois qu'on est dans mon cabinet, il me dit: «Ben, ça va un peu, mais pas tellement». Mais je lui dis: «Mais raconte un peu». Et il me dit: «Ben, j'ai pas pu le dire». Je lui dis: «Qui c'est ça?» Je lui dis: «Tu pas réussi à le dire, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça?» Il me dit: «Non, non, il m'a laissé jouer pendant toute la semaine». Mais il est très déçu parce qu'il s'était énormément entraîné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, et ça c'est à peu près la moitié de nos consultations, donc c'est tout à fait incroyable, c'est que dans la moitié des cas, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, pour les adultes aussi qui sont harcelés par leur beau-père par exemple, ou leur oncle débile, ça marche aussi à Noël beaucoup, on a beaucoup de ce genre de demandes, et bien dans 50% des cas, la personne n'a pas besoin de dire ce qu'on avait prévu. Ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. Et il y a quelque chose chez le harceleur qui se dit: je prends plus ce risque-là, en fait, d'une certaine manière. Ouais, je vois très bien la différence de posture. Et puis parfois aussi, les enfants, entre eux, celui qui est tout puissant, le César, finalement, va parfois aussi un peu changer de victime dans la meute. Et donc, collectivement, ils vont se rendre compte à peu près tous qu'ils n'ont plus besoin de respecter finalement ce harceleur. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué au collège. Parce que là, il y a un vrai regard qui nous paraît insurmontable. Et puis, il y a les écrans aussi qui jouent aujourd'hui. C'est-à-dire que le harcèlement ne s'arrête pas forcément à la frontière de l'école. Il se poursuit
à la maison. Oui, alors là, c'est assez éclairant, je trouve. C'est vraiment ce que les médias disent beaucoup, voilà, et les politiques aussi, parce que c'est sans doute plus confortable d'accuser les réseaux sociaux que de remettre en cause des années d'échecs sur ce sujet. Les derniers travaux de Benoît Galland, qui est une référence en matière de recherche sur le harcèlement, montrent que, en fait, il y a très peu de collégiens qui se plaignent de cyberharcèlement, qui est un mot qu'ils n'utilisent pas d'ailleurs. Et moi, ça fait très longtemps que je constate ça dans ma clinique, mais comme je ne l'ai pas constaté d'un point de vue de la recherche jusqu'à présent, je me disais, il doit y avoir des cas de harcèlement qui m'échappent, ou je ne sais pas, il doit y avoir un biais chez moi où ils ne viennent pas pour ça. Mais en réalité, non, la recherche est très claire là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais si c'est entre 6 et 8% des faits de harcèlement, c'est le bout du monde. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on constate, nous, en clinique, et qui a été étayée récemment, c'est que il n'y a pas de harcèlement en ligne sans harcèlement dans la vraie vie. Oui, bien sûr. C'est une continuité. Non, mais parce qu'on a l'impression que c'est un que autre ça ne fléau, se passe que là. Voilà, exactement. Dans les cas où on a eu, nous, à accompagner des enfants harcelés par voie numérique, d'abord, je précise que la plupart du temps, c'est sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc, en fait, c'est le groupe WhatsApp de la classe, c'est la classe. Je veux dire, même si on est très vieux, on comprend ça. On voit bien que c'est exactement et strictement la même chose. Et la plupart du temps, le fait d'outiller des enfants harcelés in real life ou in real world, ça fait cesser également les faits de harcèlement en ligne. Et si ce n'est pas le cas, alors on va leur donner des outils pour répondre aussi en ligne aux gens qui les harcèlent. On le voit, on a une autre maman, cette fois-ci du côté harcelé. Voilà, avec une enfant qui a 6 ans et demi, qui commence à beaucoup pleurer en rentrant de l'école, parce que les autres enfants ne veulent pas jouer avec elle, la rejettent. Elle se fait insulter pour son poids. Donc, elle se fait insulter de grosse et elle reçoit énormément de propos sur le fait qu'elle soit moche. Elle s'est mise en tête à son âge que personne ne l'aime, pas même sa maman. Donc voilà, cette maman explique que ça lui a brisé le cœur finalement, que son enfant, suite au harcèlement à l'école, doute même de l'amour de ses parents. Et donc elle se sent là aussi assez démunie sur comment on redonne confiance en son enfant quand il a même l'impression que sa famille ne l'aime pas. Je suis très touchée par ce que raconte cette maman. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que en amont des faits de harcèlement, que ce soit en primaire, en collège, en lycée ou au travail ou dans le couple, enfin peu importe. Mais en tout cas, chez les enfants, c'est parfaitement clair. En amont de ces faits de harcèlement, il y a une vulnérabilité présumée par les enfants harceleurs qui sont très malins pour détecter qui peut être vulnérable à un instant donné. Et cette vulnérabilité, elle peut provenir de plein de choses. On peut avoir un parent malade ou son hamster qui vient de mourir, enfin peu importe, des événements tout à fait dramatiques qui nous mettent dans une situation de vulnérabilité quand on est enfant, tout comme quand on est adulte d'ailleurs. C'est parce qu'il y a cette vulnérabilité que le harceleur va observer ça. Et d'ailleurs, le mois de septembre est un mois où ils observent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a très peu de harcèlement au mois de septembre, parce qu'ils sont en train de regarder un peu ce qui se passe. Un peu comme des chasseurs qui sont en train d'analyser leur proie. Exactement. Et puis, une fois qu'ils auront présumé de quelqu'un qu'il est vulnérable, et souvent ils le présument juste, parce qu'il y a cette histoire de posture dont on parlait tout à l'heure, ils vont venir commencer à dire toi, t'es super grosse ou je sais pas quoi. Et là, en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est la réaction de l'enfant harcelé. Si la réaction, c'est quelque chose de très recroquevillé ou de très émotionnel, parce qu'il y a des enfants qui explosent aussi tellement c'est dur pour eux, alors ils vont se dire ça marche. Parce qu'en fait, et c'est ça en fait, je crois vraiment qu'il faut que les parents comprennent, le carburant du harcèlement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. C'est parce que l'enfant harcelé souffre et l'exprime que l'enfant harceleur se dit c'est bon, je peux continuer, ça fonctionne. Et puisqu'on parle de vulnérabilité, dans un environnement grossophobe, être en surpoids, c'est être en vulnérabilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de harcèlement grossophobe. Parce que c'est vraiment tout à fait simple pour les enfants et les adolescents harceleurs d'aller s'attaquer à ces enfants-là. Malheureusement pour les adultes aussi. Absolument, absolument. Mais c'est parce que le système dans son ensemble, pas que l'école. L'école n'est que le miroir de ce qui se passe dans la société. Donc, dans un environnement
grossophobe, dans un environnement homophobe, dans un environnement raciste, et ben en effet, quand on est soit gros, soit homo, soit racisé, et bien par définition, on est vulnérable. Donc, ça veut dire qu'il faut redonner de la puissance à cet enfant, mais on ne redonne pas de la puissance à un enfant en lui disant mais maman t'aime, maman te trouve très belle, même si évidemment il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas en attendre beaucoup parce que d'abord, ils savent très bien que nous ne sommes absolument pas objectifs. Et puis, à ce moment-là précis, c'est pas cette interaction-là qui est importante, c'est l'interaction avec les autres. Donc, cette maman-là, il faut qu'elle se mette à côté de son enfant et que, aidée par un professionnel ou en lisant des livres, parce qu'il y a des mamans qui s'en sortent très bien sans aller voir quelqu'un, mais franchement, aller voir un thérapeute en 3 séances, ça peut vraiment très clairement être réglé. Hein. Nous, on est à peu près à 4 séances en moyenne sur des cas de harcèlement, donc on est sur des choses très très brèves. Il va falloir que cette petite fille réponde des choses. Il y a des choses très intéressantes à répondre. En maniant l'autodérision, c'est extrêmement important de savoir manier l'autodérision et en créant, en effet, quelque chose d'un peu inconfortable chez le harceleur grossophobe. Mais c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que je ne crois pas que chez les presque 1000 enfants ou adolescents qu'on reçoit chaque année, on ait donné 2 fois la même stratégie à 2 enfants différents. Parce que c'est très important de bien comprendre ce dont est capable l'enfant, déjà. Parce qu'il y a des enfants qui sont tellement, d'une certaine manière, abîmés par cette espèce d'horrible interaction que ils ont plus beaucoup de ressources en fait. Hein. Donc c'est à nous d'aller les chercher, d'aller leur proposer quelque chose qui est possible pour eux. Par exemple, j'ai des enfants à qui je propose une stratégie et qui me disent je ne pourrais pas parce qu'ils ont trop peur, ils sont trop timides. Et donc je les entraîne à me regarder comme si j'étais le harceleur, parce que quand même, ma vie consiste à jouer le rôle du harceleur. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même pas très sympa. Mais bon, c'est comme ça. J'ai choisi. Hein. Donc moi, je les harcèle, je les insulte, enfin comme si ça se passe dans la cour. Et là, je les entraîne à penser ce qu'on a imaginé comme stratégie en regardant le harceleur dans les yeux. Oui, les jeux de rôle, on se met mais vraiment... en le pensant, pas en le disant, parce que le dire est trop dur pour eux. Et rien que le fait de faire ça, il y a déjà quelque chose qui change en fait. Hein. C'est vraiment, au fond, leur permettre de puiser dans leurs propres ressources, parce que la confiance en soi, ça s'acquiert en puisant dans ses propres ressources, pas avec des gens qui font à notre place. Et le problème dans le harcèlement, de mon point de vue, c'est que n'écoutant que notre inquiétude, notre indignation et notre amour quand on est parent, on va faire des choses à la place de notre enfant. On va vouloir protéger. Bien sûr, et c'est parfaitement logique. Et en même temps, en voulant les protéger de ça, en ne les outillant pas par rapport à ça, on les affaiblit parce que je suis désolée, le harcèlement, ça ne s'arrête pas lorsque la dernière sonnerie du lycée a retenti. Il y en a dans tous les territoires sociaux. Oui, même en tant qu'adulte. Et en effet, même si ce n'est pas la naissance, en tout cas pour les adultes, nécessairement les réseaux sociaux, parce que ça n'a pas toujours existé, mais c'est vrai que chez les adultes, on voit des célébrités, ce genre de choses. Il y a une facilité à donner son avis sur Internet aujourd'hui, où on oublie qu'en fait, ces personnes-là sont des humains qui vont peut-être lire un jour. Et la masse de contenu en ligne fait que ça peut être hyper violent. Et qu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même on sent un changement, du moins une prise de conscience, je dirais, au-delà du changement, de ce que la masse peut provoquer. Là où avant, 1 + 1, ça restait 1 + 1 + 1, et on ne se rendait pas forcément compte de tout ce que ça pouvait engendrer, même chez un adulte, quoi. Il y a aussi des parents, et il faut le dire, qui ont été harcelés et qui, du coup, sont paralysés par le fait que leur enfant le soit aussi, et qui, peut-être, finalement, poussent du mauvais camp. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Et ça, c'est très touchant parce qu'il y a en effet la peur d'une résonance sur une souffrance ancienne, en fait, hein, qui est là et qui est parfaitement légitime, évidemment. Et alors, ça donne des parents qui sont trop mignons, mais qui je demande d'arrêter de faire ça, qui, tous les soirs, lorsque l'enfant rentre, disent « Alors, ça s'est bien passé ? Qui a joué avec toi ? Est-ce que celle qui n'avait pas été très sympa, elle a encore été pas sympa ? Avec qui tu as mangé à la cantine, etc. » qui sont des questions parfaitement logiques, mais qui envoient un message
implicite qui est en substance je suis hyper inquiète pour toi parce que je pense que tu n'as pas beaucoup de compétences sociales. Et ça, c'est pas du tout bon pour les histoires de vulnérabilité dont on parlait juste avant, en fait. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment important d'être là, évidemment, s'ils en parlent, mais de ne pas aller solliciter cette information-là de façon permanente, quotidienne, parce que franchement, c'est souvent le cas. Parce qu'en plus, le risque, c'est qu'on a des enfants, du coup, qui se disent de façon inconsciente. Ce qui intéresse beaucoup maman, c'est ça, en fait. Et qui donc peuvent, sans le vouloir, en fait, en rajouter... Créer ce type de relation. Voilà, exactement. Et en rajouter un peu dans le discours parce qu'ils sentent que ça crée beaucoup d'amour. Enfin, en tout cas, d'amour inquiet chez les parents. Et c'est pour ça que Ou que ça peut faire diversion. Oui. Sur la mauvaise note ramenée à l'école, oui, mais Oui. tu sais que... Absolument, ça fonctionne très bien. Là, pour les plus malins, ça fonctionne redoutablement bien, absolument. Donc, je pense vraiment que c'est hyper important. Moi, ce que je dis à ces mamans-là, c'est, voilà, juste pendant 15 jours, vous n'allez plus lui en parler du tout lorsqu'il rentre. S'il en parle, évidemment, vous l'accueillez, vous lui dites c'est horrible, je ne comprends pas comment on peut ne pas se rendre compte de la personne absolument magnifique que tu es, je ne comprends pas, ça me met à la fois en colère, ça me rend super triste. Et puis, on peut réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à ce que tu pourrais faire toi, pour qu'en effet, il n'ait plus du tout envie de faire ça. Et il y a un certain nombre de cas où le simple fait de ne plus en parler fait que l'enfant n'en parle plus et que finalement, les parents se rendent compte que c'était pas aussi horrible que ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a une composante très importante dans le harcèlement, c'est le rôle de l'école, des enseignants et des équipes éducatives. On a un dernier témoignage d'une maman qui nous signale la situation de son fils en maternelle, en disant que voilà, il est victime de violences, qu'elle a déjà envoyé au moins 5 mails à l'école, qu'elle a senti que le corps enseignant minimisait, voire banalisait. C'est son mari qui a décidé d'aller parler à l'enfant harceleur en lui demandant de laisser son fils tranquille, sans violence ou menace, mais en allant lui parler droit dans les yeux. Et la maman dit « Je suis fatiguée, j'ai l'impression que l'école prend ça à la légère. Je refuse de laisser passer ça. Je passe pour la maman relou auprès de l'équipe éducative. Mais c'est mon rôle de protéger mon enfant. Est-ce que je réagis de manière excessive ? Comment vous auriez fait ?» Mais oui, elle a parfaitement raison. C'est tout à fait le rôle des adultes de protéger les enfants de ce type de relations absolument horribles, de les protéger à court terme et aussi de les aider à ce que, si jamais ça se reproduit, je le disais, dans d'autres territoires plus tard, ils aient fait un apprentissage par rapport à ça. Et donc, pour moi, la meilleure façon de protéger son enfant, c'est, encore une fois, de se mettre à côté de lui, de l'écouter très attentivement et de réfléchir avec lui à ce qu'il pourrait faire de différent face à ces harceleurs pour que les harceleurs tombent de leur piédestal. C'est à la fois extrêmement efficace et à la fois un apprentissage absolument monumental. C'est-à-dire que les enfants et les adolescents, quand ils viennent à l'école ou au collège ou au lycée, ils viennent pas apprendre que les mathématiques ou le latin. Ils viennent apprendre aussi la relation. Parce que c'est hyper important pour eux, pour nous tous, c'est quelque chose de fondamental. Or, pour l'instant, de mon point de vue, lorsqu'un enfant ou un adolescent demande à l'équipe éducative, mais également aux parents d'ailleurs, qu'est-ce que je fais face à un méchant, il n'y a pas de réponse apportée, en tout cas par l'institution. Et moi, je trouve que si on avait dans chaque établissement de France 2 personnes référentes qui soient capables, en effet, d'outiller des enfants harcelés, d'être ce soutien-là, cette personne à qui ils peuvent faire confiance parce que cette personne-là ne fera jamais rien sans leur accord, parce que ça, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on n'écoute pas les enfants harcelés. C'est-à-dire qu'on trouve que vraiment, on va faire à leur place, même s'ils disent « je t'en supplie, ne va pas voir mon camarade », parce qu'ils disent ça, je t'en supplie, ne va pas voir ses parents, ou je t'en supplie, ne va pas voir le principal, la CPE ou le proviseur, parce que je pense que ça va aggraver les choses. On ne les écoute pas. Or, ils sont 1000 fois plus compétents que nous en matière de harcèlement. Ils le vivent tous les jours. Donc, ce sont des experts. Et de façon très étrange, on les tient un peu, je trouve, dans un mépris qui me paraît absolument contre-productif. Donc oui, protéger, oui, mais protéger en les aidant à affronter ce genre de situation maintenant et pour la suite. Et donc, vous parliez beaucoup de ce pouvoir de l'autodérision
de l'humour, de la confiance en soi. Finalement, on pourrait imaginer un peu ce type d'atelier à l'école, parce qu'il y a tous les ans des journées dédiées au harcèlement scolaire et ce genre de choses. Mais en effet, on essaye de libérer la parole, on leur dit de prévenir quelqu'un, etc. Mais les outils sont pas nécessairement là, en fait. Oui, et puis ils ont très peur en prévenant de ce que va faire l'adulte de cette information. Quand je vous disais en début d'entretien que 64% des collégiens considèrent que les adultes sont inopérants, incompétents en matière de harcèlement, ça veut dire qu'on a beau dire à un enfant, il faut en parler, il va dire, mais à qui et pourquoi, en fait? C'est pour ça que je pense qu'il faut des personnes référentes, en effet, en qui ils aient confiance, parce que, ben voilà, il va y avoir un bouche à oreille qui va se faire à l'intérieur de l'école ou du collège, où en effet, la personne, en l'occurrence, va être quelqu'un qui va être capable de les étayer. Quant aux ateliers, vous avez parfaitement raison. Nous, on emmène plein, ce qu'on appelle les ateliers de résistance dans les établissements. Alors, c'est un procédé, c'est un dispositif qui est très compliqué, parce qu'il faut que ça soit absolument anonymisé. Il faut vraiment que personne ne sache que les enfants harcelés vont dans des ateliers de résistance. Sinon, ça va Ouais. être un motif de moquerie supplémentaire. Donc, c'est vraiment très important de le faire de façon extrêmement confidentielle. Et nous, on anime des groupes d'une quinzaine d'élèves 3 ou 4 fois dans l'année. Ce sont les mêmes qui viennent, ils travaillent ensemble. Et alors là, se créent des amitiés absolument remarquables entre enfants qui ne se connaissaient pas et qui ont vécu la même chose et qui l'ont du coup surmonté ensemble. Et on a vraiment des résultats tout à fait intéressants avec ces ateliers. Il y a d'autres pays en Europe où ils font des cours d'empathie. Est-ce que l'empathie, c'est un bon levier? Alors, c'est-à-dire que je suis toujours un peu étonnée, moi, de ce genre de choses, parce que je crois qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de ressentir de l'empathie, en fait. C'est comme demander à quelqu'un de ressentir du désir pour quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, ça s'appelle une injonction paradoxale en systémie, et vraiment, c'est voué à l'échec. Et donc, ce que je crois, c'est que vraiment, c'est tout à fait intéressant, notamment dans les classes très petites, en maternelle, en début de primaire, de leur montrer les interactions, de parler du rôle de victime, de bourreau, de sauveur, de tous ces gens. Voilà. Et ça s'est fait depuis extrêmement longtemps par les hussards de la République. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais j'ai une amie qui me disait quelque chose de tout à fait intéressant. Elle me disait, ma mère était très empathique. Elle savait exactement comment me faire souffrir. Mon père était pas du tout empathique, il ne voyait même pas ce qu'elle était en train de faire. Et je crois que c'est presque dangereux, en fait, de former à l'empathie, c'est-à-dire à la capacité à se mettre à la place de l'autre, des futurs harceleurs, parce qu'ils seront encore plus puissants, en fait, d'une certaine manière. Oui. Par ailleurs, moi, j'ai des témoignages très forts d'enfants qui me disent, parce qu'on a beaucoup fait ça, faire appel à l'empathie, parce qu'à chaque fois, donc, c'est des clips vidéo de l'Éducation nationale où on montre des situations horrivissimes, où vraiment les enfants, voilà, c'est horrible, et c'est assez bien fait d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est assez juste. Et où on a les harceleurs dans la salle qui pleurent. Ils trouvent ça ultra triste. Mais 10 minutes après, dans la cour de récréation, avec leurs victimes à eux, ils ont totalement oublié, parce qu'on n'est pas dans le même espace-temps, en fait. Et qu'on oublie ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les émotions qui sont associées à ce fléau qu'est le harcèlement. Merci Emmanuel Merci à vous. d'avoir bien voulu nous éclairer sur ce plaisir ressenti par le harceleur et sur les outils qui peuvent accompagner le harcelé. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour connaître vos actualités. Vous êtes notamment autrice de nombreux livres sur le sujet et j'espère pouvoir vous recevoir à nouveau, peut-être à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.